Donc Nicolas, qui est diététicien de formation et qui a de nombreuses activités liées aux troubles alimentaires et qui est, vous allez le voir assez vite, du Sud, lié à l'université de Montpellier maintenant, mais très nîmois. Et donc, il va vous parler des traitements de la boulimie en évoquant les différentes stratégies et associations thérapeutiques employées avec ces patients. Oui, en tout cas, merci. Je vais essayer parce que c'était un sujet qui était assez compliqué pour moi finalement. Comme dit Christine, en travail, je suis quand même diététicienne de formation et après je me suis intéressé à pas mal de choses, donc c'était un peu compliqué. J'espère que je vais pouvoir vous apporter des éléments de réponse et être un peu la synthèse de tout ce qui a été dit depuis ce matin et essayer d'être très pratico-pratique. Alors voilà ce que j'ai prévu, de faire un petit rappel sur l'évolution entre le DSM-4 et le DSM-5, puisqu'il est en ligne maintenant et puis je vais en parler très rapidement. Et on essaiera de rentrer plus précisément dans la boulimie à travers trois axes, trois phases que j'ai identifiées avant le trouble, dans des phases début du trouble et puis dans son aspect de la chronicité. Et puis quels sont les soins qu'on peut utiliser finalement à chaque instant de ces phases. Donc à travers les psychothérapies, les aspects diététiques que je connais quand même beaucoup plus et d'autres approches, les structures hospitalières, d'autres approches. Et on finira par la conclusion. C'est toujours compliqué parce que c'est midi et quart. Et je suis diététicien, on est tous à microglycémie, comme toujours. Je dois avoir le temps contre moi à chaque fois. Ok, comme je le disais à l'instant, il y avait un biais dans la présentation. Je n'ai pas de lien avec les industries pharmaceutiques, mais plutôt avec les psychothérapies, puisque de formation, je suis diététicien. Ensuite, j'ai fait des thérapies cognitives et comportementales à la faculté de médecine de Montpellier. J'ai eu d'autres formations en thérapie ACT et à l'harmonisation cognitive aussi, mais qui ne s'utilisent pas dans le traitement de la boulimie. Et je me suis intéressé à tous les livres de Fairbairn et toutes les autres équipes anglaises qui écrivent assez fréquemment sur les troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que ça vient apporter quelque chose d'important. Et ce que je veux dire, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment basé sur mon expérience clinique. Donc forcément, ça vient compléter tout ce qui a été dit depuis ce matin. Alors, dans l'évolution du DSM-4 au DSM-5, je vous ai remarqué directement issu du DSM-5, vous avez le site internet dsm5.org, d'ailleurs où ils ont fait une case, maintenant il y a marqué Feeding and Eating Disorder. Au départ, il n'y avait que Eating Disorder et puis dissocié du feeding, et maintenant ils ont rassemblé les deux. Et la grande évolution en fait qu'on voit, qui m'inquiète un petit peu finalement pour moi en consultation, c'est qu'on va se retrouver avec des patients qui vont venir avec de plus en plus de problématiques alimentaires. C'est la fréquence des crises qui a diminué. Avant, on était à peu près à 3 fois par semaine, et ce depuis 3 mois, et puis aujourd'hui, ils sont passés à au moins 1 fois par semaine au niveau des crises de binge eating. Ce qui fait que dans la consultation diététique des gens qui viennent pour perdre du poids, forcément, on se retrouve avec pas mal de situations où les gens ont ces comportements parce que c'est des vraies crises de boulimie, et ça, il faut toujours les ramener en fait à la vraie crise de binge eating, qui correspond à cette période vraiment de moins de 2 heures avec des consommations massives d'aliments, et surtout ce sentiment de perte de contrôle, à la différence de certaines populations qui viennent et qui font des crises de boulimie sur 3 biscuits. Mais ça prouve aussi ce qui prouve aussi une grande souffrance finalement de l'individu vis-à-vis de son image corporelle, vis-à-vis de son relation à la nourriture. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec ces patients qui naviguent un peu dans tous ces domaines. Je reviendrai aussi peut-être sur ce qu'a dit Catherine sur la jeune enfant pour apporter un peu plus d'éléments de réponse au niveau du traitement de l'obésité. Donc on a vraiment ces critères qui ont évolué et on a à peu près une crise minimum par semaine, et ce depuis 3 ans. Alors je suis limité au niveau du DSM-5 pour plusieurs raisons. C'est qu'on n'intègre pas la notion d'IMC pour bien faire le distinguo avec les filles et puis les personnes qui souffrent de binge eating disorder, qui vont avoir un IMC qui va être toujours supérieur à la normale. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas d'IMC parce que ça rassure aussi toutes les patientes qui viennent en consultation qui ont des troubles alimentaires de type boulimique et qui se disent mais pourquoi je vais venir consulter parce que j'ai un IMC qui est normal, mais il y a des troubles associés. Et ça, je trouve que ça peut être un frein finalement à la consultation et à l'entrée dans les soins parce qu'elles ont un IMC normal, tout le monde autour, l'entourage lui a dit mais il n'y a pas besoin de consulter, il n'y a pas besoin de problème, et finalement on a ces comportements alimentaires associés qui posent problème au fur et à mesure. Les déclencheurs au niveau de le starter en fait, de la crise de binge eating là aussi n'est pas détaillé.
pas de lien réellement avec la notion des émotions, ou pas de lien avec directement l'alimentation. Et puis tout cet aspect de la restriction cognitive, si on revient directement sur ce qui est dit, on dit uniquement qu'il y a des stratégies qui sont inappropriées pour pouvoir prévenir de la prise de poids à travers plutôt l'utilisation, soit le vomissement, soit les laxatifs, les extraits thyroïdiens, mais aussi les diurétiques et autres types d'activités physiques. Mais on ne parle pas de restriction cognitive, alors que ça reste relativement central dans la problématique bulimique. Et ensuite, il n'y a aucune information sur l'âge. Alors en consultation, mais on l'a vu, ça va de 14 finalement jusqu'à des personnes qui ont plus de 50 ans et qui souffrent encore de ce type de comportement. Et à travers tout ça, quels sont les paramètres qui vont évoluer, et à travers ces paramètres qui vont évoluer dans le temps, quelle stratégie on va pouvoir proposer, quelle stratégie de soins on va pouvoir proposer. C'est là où je vous disais que j'avais essayé de voir en fait 3 phases qui étaient importantes pour moi avant le trouble, et qu'est-ce qu'on peut faire avant le début des troubles, tout le contexte social, environnemental et familial. Je reviendrai un peu plus tardivement. Dans la phase un peu plus aiguë, avec des phases plus ou moins neurochutes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place où vraiment les crises de boulimie sont très très importantes? Et est-ce que c'est la psychothérapie? Est-ce que c'est le travail nutritionnel qui est là? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Est-ce que les structures hospitalières, traitement antidépresseurs, et là vous avez déjà eu pas mal de réponses? Et est-ce que dans la chronicité, quels sont les types de soins qu'on peut proposer qui sont le mieux adaptés à cette situation-là? Là aussi, toujours, je reviens sur le début et sur l'âge des troubles. Dans la consultation, je travaille sur 2 endroits, sur Nîmes et Montpellier. À Montpellier, j'ai quasiment que des étudiantes, donc qui vivent la plupart du temps seules, et ça reste encore une plus grande problématique, et qui sont toujours séparées aussi des familles. Donc pour faire un travail familial, ça devient c'est encore plus compliqué. La phase dont je parlais, c'est vrai, c'est la rémission, et si on met en place les soins un peu de partout, finalement on peut voir que la rémission peut apparaître avant l'installation des troubles, qu'elle peut apparaître dans la phase aiguë, où on peut avoir des sorties, et dans la chronicité. Et c'est le message qu'on doit dire. La première des choses, c'est qu'on se sort de la boulimie, et il est important de consulter pour pouvoir se dégager de ce trouble.